Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors on commence avec quelques rappels comme d'habitude. Les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, et ça c'est un point extrêmement important, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, et ça c'est également important d'en avoir conscience, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ceci étant dit, on y va et donc je vais vous présenter l'évolution de mon portefeuille. Donc ici je vous ai mis une copie d'écran donc de mon compte PEA chez Bourse Direct. Donc on voit que cette copie d'écran date du 4 septembre 2020. Donc on a ici l'évaluation totale du portefeuille, 12 159 €, et puis on a ici toutes les lignes classées par valorisation, la ligne ayant le plus de poids étant classée en haut et la ligne ayant le moins de poids étant classée en bas. C'est ce qu'on voit ici au niveau des pourcentages, au niveau du poids de la répartition de chaque ligne dans le portefeuille. Alors je vais zoomer pour qu'on y voit plus clair et je vais détailler mon portefeuille donc en date du 4 septembre 2020. Alors comme d'habitude je vais présenter le portefeuille, donc on voit que celui-ci est valorisé à hauteur de 12 159 € au moment où je tourne la vidéo. On voit également que j'ai un solde d'espèces qui est en augmentation puisque j'ai sur le solde d'espèces 1763 € et donc on peut voir ici qu'en fait je n'ai pas procédé à beaucoup d'achats au cours du mois d'août et je vais expliquer pourquoi. On voit toujours que les principales lignes sont Total, Renault, un ETF Lyxor PEA et Maison du Monde puisque ces 4 lignes représentent à elles seules plus de 50% du portefeuille. On voit également qu'ensuite j'ai une ligne Eutelsat qui représente 8% du portefeuille et j'ai ensuite de plus petites lignes, donc 2 lignes à 4% quasiment, BIC et Danone, et enfin des toutes petites lignes comprises entre 2 et 3%, à savoir Fontaine Pajot, Publicis, Accor, AB InBev et Inat Pharma. Alors, je vais détailler l'évolution du portefeuille au cours du mois d'août. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai augmenté ma position sur l'ETF Lyxor PEA Turquie, puisque j'ai ajouté 25 parts donc à cet ETF. Et on voit que j'ai désormais 397 parts de cet ETF. Alors, je vais consacrer cette vidéo à expliquer en fait pourquoi j'ai une position sur la Turquie, qui est relativement importante puisqu'elle représente quasiment 15% du portefeuille, et je vais expliquer en fait quelle est ma stratégie par rapport à ce genre d'ETF et à ce genre de pays. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vraiment me focaliser sur la Turquie en essayant d'expliquer pourquoi j'ai une position sur la Turquie, puisque comme on va le voir dans les slides juste après, c'est une question qui m'est régulièrement posée par mes abonnés, et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai une position relativement importante, puisque on est ici aux alentours de 15%. Alors cette position a un peu fondu parce que l'ETF, on le voit ici, est relativement impacté en ce moment, puisqu'on voit que je suis à moins 18% par rapport à mon prix de revient unitaire. Et donc je vais essayer d'expliquer quelle est ma stratégie sur l'ETF turc. Alors, comme vous pouvez le voir, je reçois pas mal de messages sur la Turquie. On a Ulcer13 qui me dit « La livre turque, n'êtes-vous pas inquiet concernant cette ligne à long terme justement ?» On a The Stark qui me dit « Que penses-tu de la chute de la livre turque actuellement? J'ai pensé directement à toi et ton investissement. » Donc merci The Stark. Et donc je vais pouvoir justement expliquer dans cette vidéo pourquoi je suis investi sur la Turquie. On a un autre commentaire d'un autre abonné dont j'ai caché le nom. Quand c'est vos noms, je cache les noms, et puis quand c'est un pseudo, je laisse les pseudos. Alors, on a un autre abonné qui me dit « Penses-tu que la montée de l'euro ces dernières semaines peut avoir un impact positif sur l'ETF Turquie ?» Alors là, je peux répondre directement. Si on a une montée de l'euro, c'est qu'a priori, l'euro va être beaucoup plus fort face à la livre turque. Et donc si l'euro est plus fort face à la livre turque, forcément mon investissement en livre turque va perdre de sa valeur.
Donc ça c'est un point important, mais à très long terme c'est un peu moins important, je vais expliquer pourquoi ensuite. J'ai reçu également un mail de cet abonné, donc un mail très sympa, auquel j'ai répondu il y a quelques jours. Alors dans ce mail, on pouvait lire la chose suivante. Donc cet abonné me dit « Je suis l'évolution de votre portefeuille mise en ligne mensuellement et constate la part importante consacrée aux produits suivants, Lyxor Turkey PEA. Il n'est en aucun cas question de vous donner quelques conseils que ce soit, car comme vous le dites si bien, nous sommes tous acteurs et responsables de nos choix. » Alors ça tout à fait, hein, j'insiste. Le portefeuille n'a pas vocation à être répliqué, c'est juste un exemple, d'accord, je présente ce que je fais moi, c'est un exemple. Il va y avoir du déchet, il y aura des erreurs, et donc mes vidéos sont aussi là pour documenter les erreurs que je vais potentiellement commettre, pour que d'autres investisseurs particuliers ne recommettent pas ces erreurs par la suite. Même si je pense profondément qu'en fait, on apprend davantage quand on fait les erreurs soi-même que quand on regarde les autres faire des erreurs. Ceci étant dit, je continue la lecture du mail. Donc je suis tombé par hasard sur cette vidéo sur YouTube provenant de la chaîne Arte au sujet de la Turquie, de certains risques que ce pays serait susceptible d'encourir et leurs répercussions probables au niveau économique. Donc tout d'abord un grand merci pour ce mail, hein, très sympa. Et comme vous le voyez, en fait, que ce soit sous mes vidéos ou par mail, je reçois beaucoup de questions sur la Turquie et je vois beaucoup d'inquiétudes, en tout cas sur ma position, dans les commentaires des abonnés sur la chaîne. Alors on a également El Chalito qui me dit « C'est vrai que pour l'ETF Turquie, il faudra une réflexion de ta part dans les mois qui suivent. » Tout à fait, donc réflexion en cours, mais je vais expliquer ma stratégie. Et puis j'ai reçu un autre message dans lequel on peut lire « Pourrais-tu nous dire pourquoi la Turquie, sachant que la tendance est bien baissière, quel est ton plan de trading ?» Alors j'insiste ici, hein, je n'ai pas de plan de trading. Un plan de trading, c'est quand on fait du trading à court terme. Alors ça peut être du swing trading éventuellement sur quelques semaines, voire quelques mois, mais moi j'ai des plans à plus long terme, à très long terme. Donc quand je prends une position, que ce soit sur un ETF ou sur une action, généralement c'est pour garder ma position à minima 3 ans et généralement 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus. D'accord? Donc c'est plutôt un plan d'investissement qu'un plan de trading en ce qui me concerne. Alors, dans cette vidéo, je vais justement me focaliser sur la Turquie, donc focus sur la Turquie, en vous présentant différentes données que j'ai récoltées en fait sur les cracks et crises de change dans les pays émergents, puisque c'est vraiment ma stratégie. En fait, j'aime rentrer sur un pays émergent lorsqu'on a un crack suivi d'une crise de change ou qu'on a une crise de change qui entraîne un crack. Généralement, les deux sont liés. Alors, comme on peut le voir ici, la presse est unanime, c'est la Bérésina en Turquie. On peut lire dans les Échos que la livre turque est prise dans une spirale infernale. Alors, la Libre BE nous parle de nouveaux face-à-face dangereux entre Grecs et Turcs en mer Égée, avec une photo à connotation militaire. Donc la presse nous rappelle qu'on a potentiellement un conflit à l'horizon entre Turquie, Grèce et peut-être Turquie et Europe. Et puis quand on regarde les médias américains comme CNBC, on peut lire que la livre turque pourrait continuer de plonger, prédisent les analystes, en tout cas disent les analystes, ce qui veut dire qu'en fait personne n'est très optimiste concernant la Turquie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Turquie est effectivement au bord de l'implosion, auquel cas le marché action pourrait encore continuer de dévisser pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelques-unes de mes données. C'est une stratégie à laquelle j'ai réfléchi depuis pas mal d'années et donc que j'essaye de mettre en place désormais dans ce portefeuille. Alors on y va. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous présenter les données du MSCI Turkey Index, donc à la fois en dollars et à la fois en euros, pour vous montrer qu'en réalité sur longue période il n'y a pas énormément de différence entre le dollar et l'euro, puisque si je prends l'indice ici donc en base 100 en juillet 2005, donc en dollars en base 100, ça veut dire que les prix on part de 100 et puis on suit l'évolution des prix à partir de 100 ici. D'accord, donc si je prends l'indice en dollars en base 100 en 2005, on voit qu'on est ici et on clôture ici en 2020 à 79,29, ça c'est en dollars. Si je prends ce même indice en euros, on voit qu'on est en base 100 en juillet 2005 et on voit, donc en juillet 2005 on est en base 100 et on voit que l'indice clôture ici en juillet 2020 à 81,44. Donc quand on compare les deux, 79 et 81, on n'a pas un très gros écart
entre les deux. On voit ici qu'on a une différence au niveau du graphique, mais en fait c'est une différence d'échelle. Si je regarde l'échelle ici, on est à 300, je reviens ici, vous voyez que le 300 est légèrement en dessous. Donc c'est une simple différence d'échelle. En réalité, les deux indices, qui soient mesurés en dollars ou en euros, évoluent quasiment de la même manière. Alors ça c'est un point important. Pourquoi? Parce que je vais faire ma présentation en dollars américains et qui me sert de proxy en fait pour l'euro. C'est-à-dire que dans toutes les analyses que je fais, généralement quand je regarde des indices internationaux, je fais mon analyse en USD, donc en dollars américains, qui me sert de proxy pour l'euro. C'est-à-dire que généralement ce qu'on trouve dans les données au niveau du dollar américain est très proche de ce qu'on va trouver dans les données au niveau de l'euro. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Juste rapidement, donc le MSCI Turkey c'est quoi? Le MSCI Turkey Index, donc c'est un indice qui reprend 15 valeurs, donc 15 actions turques, d'accord, et qui représente environ 85% de l'univers action en Turquie, d'accord. Donc c'est un très bon indice de référence quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau du marché action turc. Alors un autre point ici, on peut regarder les performances annuelles, donc le rendement annuel de l'indice depuis 2006 ici. Donc vous voyez, on a une évolution de l'indice qui est en dents de scie, on a des très fortes baisses parfois. On voit en 2006 moins 16%, en 2008 moins 60%, donc comme la plupart des indices à travers le monde, hein, c'était au cours de la crise financière de 2008-2009. On voit ici en 2011 moins 32%, bon, quasiment moins 33%, en 2013 moins 29%, en 2015 moins 23% et en 2018 moins 38%, et je pense qu'on est cette année aux alentours de moins 30%. Donc on est vraiment dans des années très négatives quand on regarde l'indice de manière historique. On voit cependant que lorsque l'indice se reprend, comme en 2007, d'accord, on a parfois des rendements extrêmement importants sur quelques mois, donc sur un an. On voit par exemple en 2007 une hausse de l'indice de 57%, 92% en 2009, 29% en 2010, 62% en 2012, 35% en 2014 et 22% en 2017. Donc ça c'est un premier aspect, c'est-à-dire que l'indice turc est un indice émergent, et donc en tant qu'indice émergent, on a un indice qui est relativement volatile, et donc qui connaît parfois des années extrêmement baissières et des années extrêmement haussières. Ça c'est un premier point, mais ça ne va pas être l'objet ou ça ne va pas être le centre de ma présentation. Ma présentation va directement porter sur les crises de change et les krachs boursiers qui ont lieu dans les pays émergents. Donc on y va, et on va commencer par regarder la livre turque. Donc c'est ce que je regarde un peu dans mon analyse. Donc ici on est en USD par rapport à la livre turque, hein, TRY, Turkish Lira. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que 1 dollar, donc si on prend ici 2001, 1 dollar pouvait acheter une livre turque, et aujourd'hui 1 dollar peut acheter 7 livres turques. Donc c'est-à-dire que la livre turque s'est énormément dépréciée au cours des 10 dernières années. Alors pourquoi elle s'est dépréciée très rapidement? Simplement parce que la Banque centrale turque a fait fonctionner la planche à billets, et quand vous faites fonctionner la planche à billets, ça crée une très forte inflation. Aujourd'hui en Turquie on est aux alentours de 15-20% d'inflation annuelle, et donc vous avez une très forte inflation, et donc vous avez une devise locale qui se déprécie. Alors ça a un impact négatif au niveau de l'inflation. Maintenant ça rend les exportateurs potentiellement plus compétitifs à plus long terme. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler ensuite. Alors je vous ai mis le même graphique en euros, donc euro livre turc. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment la même chose, on a la même structure ici. Et alors ce que je vais vous demander de regarder, c'est ce que j'ai entouré ici en rouge, pour vous signaler ici la situation de panique actuelle qui remonte en réalité en 2018. Vous voyez qu'ici on a une première accélération haussière, puis une deuxième accélération fortement haussière. Donc l'accélération ici symbolise simplement la dépréciation très rapide de la livre turque, vous voyez, puisque 1 dollar pouvait acheter en 2018 environ 4 livres turques, et peut acheter désormais plus de 7 livres turques, ce qui symbolise la très forte dépréciation de la livre turque. Alors on voit que c'est là exactement la même chose en euros, hein. Quand je compare les deux graphiques, vous voyez que c'est exactement la même chose, donc on a une échelle qui n'est pas tout à fait la même
ça c'est une question de copie d'écran, mais vous voyez que l'évolution est quasiment similaire entre les deux, qu'on regarde l'évolution de la livre turque par rapport au dollar ou par rapport à l'euro. Donc on y va. Donc j'ai répertorié différents cracks boursiers plus crise de change, hein. Donc c'est ma stratégie, c'est-à-dire que je souhaite rentrer sur un marché une fois qu'on a eu un crack boursier et une crise de change. Pourquoi? Parce qu'historiquement, vous allez le voir, lorsqu'on a ce genre de phénomène, on a une reprise économique qui s'ensuit. Et donc généralement, on a un rendement sur le marché action qui est relativement correct dans les 5, 10 ou 15 ans qui suivent. Alors ici, on a le cas du Mexique en 1994-95. Hein. Vous voyez qu'en fait, les réserves de la Banque centrale mexicaine, en fait, c'était complètement asséché. Et donc c'est exactement ce qui se passe en Turquie en ce moment. Alors on voit ici que la banque centrale mexicaine en fait a connu un assèchement des liquidités. Alors ce qui se passe généralement, c'est que la banque centrale en fait essaie de maintenir son taux de change en injectant des liquidités sur le marché des changes, c'est-à-dire qu'en fait elle a des réserves en dollars, par exemple en dollars américains, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle, avec ce dollar américain, elle achète du peso mexicain pour maintenir son taux de change. D'accord ? Bien entendu, en essayant de maintenir le taux de change et en essayant de maintenir le niveau du peso mexicain, forcément la banque centrale assèche ses liquidités au point qu'à un moment elle n'a plus de liquidités et donc elle est obligée d'arrêter de combattre sur le marché des changes et de laisser sa devise retrouver son équilibre. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment, bien entendu, soit on a une dévaluation, donc c'est un acte volontaire de la Banque centrale, en tout cas du gouvernement, qui décide de laisser courir sa monnaie, qui va trouver un nouvel équilibre, hein, c'est ce qu'on voit ici, ou bien la Banque centrale laisse tranquillement sa devise se déprécier au cours du temps. D'accord ? Donc, au Mexique, en 94-95, on avait un assèchement des liquidités de la Banque centrale, et bien entendu, vous voyez ici, on est à fin 94, début 95, et vous voyez que ça coïncide avec la dévaluation du peso mexicain le 22 décembre 1994. Donc à cette date, le gouvernement annonce la dévaluation du peso mexicain. Donc ce qui se passe, c'est que la Banque centrale arrête d'essayer de maintenir à tout prix son taux de change et laisse la monnaie trouver son nouveau point d'équilibre. Et on voit ici que, vous voyez, le peso mexicain s'est totalement déprécié, donc entre décembre 94 et on rentre ici dans un range, donc en 96. Vous voyez, donc on a une dévaluation. Le peso mexicain explose et donc là on a une panique, c'est la panique un peu similaire auquel on assiste en ce moment en Turquie. Et puis le point intéressant dans mon analyse, c'est qu'en fait généralement ce qui se passe ensuite, c'est que une fois que la monnaie ou la devise du pays a trouvé un nouveau point d'équilibre et que la banque centrale en fait essaie de combattre l'inflation, donc ça c'est un point important, généralement elle augmente ses taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Généralement ce qui se passe ensuite, c'est que la monnaie se stabilise dans un range. Donc ce que je vais montrer dans ma présentation, c'est qu'une fois que la devise s'est stabilisée, généralement on assiste à un très fort rebond du marché action local. Donc c'est ce que je vais montrer ici. Donc j'ai récupéré des données donc, du MSCI Mexico en dollars américains, donc MSCI Mexique en dollars américains. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une chute du marché action entre le 8 février 1994, point haut, et le 21 mars 1995, point bas, avec une chute du marché action entre ces deux points de 73%. D'accord ? Alors, à cette époque, vous voyez, on est en mars 95, la dévaluation a eu lieu en décembre 94, et bien entendu, tous les investisseurs se disent que c'est terminé, le Mexique est en banqueroute, etc. Alors ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a eu la crise de change et que la monnaie a trouvé son prix d'équilibre, ce qui se passe généralement, c'est que le marché action rebondit fortement. Alors c'est ce qu'on peut voir ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré en fait la hausse par rapport au point bas. Donc je regarde le point bas et puis je mesure une première hausse par rapport à un point haut qui se trouve à droite sur le graphique. Et puis après je regarde le point 10 ans plus tard et puis je regarde un point soit 20 ans plus tard si j'ai les données ou un peu moins. D'accord ? Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'investisseur qui aurait acheté donc au niveau du point bas en mars 95, celui-ci aurait fait une plus-value de 1046% en 12 ans.
D'accord, donc on est en dollars américains en se rappelant que le dollar américain est un proxy pour l'euro, donc ce serait à peu près la même chose en euros. Alors à l'époque, bien entendu, on était encore, on n'était pas en euros, mais ce serait l'équivalent en euros aujourd'hui. Donc on a un rendement de 1046% en 12 ans, soit un rendement de 22,87% par an pendant 12 ans. Donc un rendement tout à fait exceptionnel. Alors ce que je fais également, c'est que je me projette à 10 ans. Vous voyez, j'ai mis une petite croix ici, et je regarde un peu quel était le niveau de l'indice du MSCI Mexique en dollars américains, et on voit que celui-ci était à 2727, ce qui nous fait un rendement de 374% en 10 ans, ou 16,52% par an. D'accord, donc c'est un rendement extrêmement important. Alors bien entendu, c'est un rendement important, pourquoi? Parce qu'on a un risque important, il ne faut jamais l'occulter. Le risque pour un pays émergent, c'est de redevenir un pays frontière. Ce qui veut dire que dans tous les cas que je vais vous montrer, la stratégie a fonctionné historiquement, mais il y a certains cas où la stratégie ne fonctionne pas, et c'est le cas notamment de l'Argentine récemment, puisque le pays est repassé en pays frontière, et donc on mettra potentiellement beaucoup plus de temps à repartir de l'avant en Argentine que ce que ça l'a été par le passé. Pour autant, dans la majorité des cas, ça fonctionne, en tout cas dans les données que j'ai trouvées. Et donc, si on regarde l'évolution de l'indice sur 20 ans, vous voyez, j'ai mis une petite croix ici, je prends le niveau de l'indice, je compare d'où on est parti et où est-ce qu'on arrive. Vous voyez, on a une performance de 955% en 20 ans, soit un rendement annuel de 12,5% par an. Alors j'ai fait la même chose pour les pays d'Asie du Sud-Est, donc on a la Thaïlande en 97-98, on a une crise économique très profonde, un krach des marchés actions et la dépréciation très forte des devises locales. Donc ici je regarde le Thai baht face au dollar américain. On est ici en 1997 et on voit qu'on a une dévaluation du Thai baht, puisque 1 dollar pouvait acheter 25 Thai baht ou 25 bahts en 1997 quasiment, et on voit qu'à la suite de la dévaluation de la monnaie thaïlandaise, 1 dollar peut acheter 50 bahts. D'accord, donc on a une dépréciation de 50% de la devise locale. Et alors ce qu'on voit ensuite, et vous allez voir c'est quasiment toujours le scénario qui suit ensuite, c'est qu'on a une évolution de la devise ensuite dans un range en fait qui trouve son niveau d'équilibre, l'économie repart de l'avant et donc en fait la devise locale se réapprécie par rapport au dollar américain. C'est la même chose par rapport à l'euro. D'accord, donc on a une réappréciation de la devise et donc ensuite la devise évolue au sein d'un range pendant 10 à 20 ans. Alors bien entendu, l'impact sur le marché action est toujours le même, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai pris le MSCI Thailand en dollars américains. On voit ici qu'entre janvier 94 et septembre 98, donc vous voyez la chute dure pendant 4 ans, hein. On a vraiment une crise de change en 1997, mais la chute de l'indice action se produit au cours des 4 années entre 1994 et 1998, et on voit que l'indice action perd 93% de sa valeur. Alors encore une fois, ici on regarde le point bas et on peut penser qu'à l'époque, d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand on regarde la presse locale de l'époque, hein, c'est que en fait tous les investisseurs, en fait plus aucun investisseur ne veut investir dans ce marché thaïlandais. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'entre 98 et 2008 par exemple, on voit que l'indice reprend, ici il manque un pourcentage, mais c'est 371% en 10 ans, ce qui nous fait un rendement annuel de 16,7% par an, donc c'est très très bien. Et puis quand on regarde sur 20 ans, donc de 1998 à 2018, on voit qu'on est sur une hausse de 785%, il manque un pourcentage ici, mais c'est la même chose, ce qui fait un rendement annuel de 11,5% par an. Alors je vais continuer ma présentation, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. On regarde la Corée du Sud, donc 97-98, donc on est sur le même phénomène, hein, on est sur la même crise. Donc dévaluation ou dépréciation extrêmement forte de la monnaie locale. Ici on parle du yuan coréen. Et puis on rentre dans un range qui dure pendant quasiment 20 ans. Impact sur le marché action identique, donc c'est-à-dire baisse du marché action coréen de 94 à 97 avec une chute de 85% de l'indice. Puis très fort rebond pendant 10 ans, puisqu'on a une hausse de 1435% en 10 ans, ce qui nous fait un rendement annuel de 30,4%, ce qui est tout à fait énorme. Et maintenant, si on se place à 20 ans, donc on prend ici ce niveau, donc 505 points, ça nous fait une hausse de 1700% en 20 ans, soit un rendement annuel de 15,5%.
Alors ce qu'on voit avec tous ces graphiques, c'est que lorsqu'on investit après un crack plus une crise de change et idéalement après une dévaluation, on a potentiellement un rendement qui est extrêmement important au cours de la décennie ou des décennies qui suivent. D'accord ? Donc ça c'est un point important. On va continuer la présentation. Donc ici on était sur du Dow Jones South Korea Index en dollars et en total return, ça inclut les dividendes. Donc ici je vous ai mis un graphique des différents taux de change donc de pays de l'Asie du Sud-Est qui ont été impactés lors de la crise asiatique de 97-98. Donc on a le Thai baht, on a le ringgit malaisien, on a la roupie indonésienne, le won coréen, le dollar singapourien et le peso, il y a une erreur ici, je ne sais pas pourquoi, le peso philippin. Alors ce qu'on voit ici, donc c'est l'image inversée de ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est qu'en fait ici on part d'une base 100 donc en 95, je suis parti d'une base 100 en 95, et donc on voit ici en fait la dépréciation extrêmement rapide de toutes ces devises, hein, la devise la plus impactée étant la devise en rose, c'est-à-dire la roupie indonésienne. Et on voit qu'ensuite, une fois que les dépréciations, en fait une fois que la monnaie a atteint son niveau d'équilibre, et une fois que éventuellement on a une dévaluation, on voit que ces monnaies, ces devises évoluent dans un range, ce qui veut dire que ces monnaies se stabilisent. D'accord ? Une fois qu'elles se sont stabilisées, le marché peut repartir à la hausse. Donc quand je parle du marché, c'est le marché action bien entendu. Alors je continue ma présentation. On a également un cas sur la Turquie en 2001-2002, donc c'est un cas très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça ressemble au cas actuel. Alors ce qu'on voit ici sur la Turquie, c'est qu'on a une très forte dépréciation entre 1995 et 2001, et puis à un moment on a un saut de taux, donc c'est-à-dire on a une devise locale qui vient trouver son nouveau niveau d'équilibre, et ça se fait pas sans douleur, c'est ce qu'on voit ici, toujours dans ce cercle rouge, qui vient marquer en fait la phase de panique, donc entre 2001 et 2002. D'accord ? Ce qui se passe après, et c'est ce qu'on a vu avec les pays asiatiques et c'est ce qu'on a vu avec le Mexique, c'est que la devise vient trouver un nouveau niveau d'équilibre et puis les choses rentrent dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que l'économie se reprend, c'est-à-dire que la devise locale est extrêmement faible et donc forcément le coût du travail pour des entreprises étrangères est extrêmement faible, donc elles viennent se réinstaller dans le pays, l'économie se relance, les exportations sont très bonnes parce qu'elles bénéficient d'un taux de change tout à fait favorable et donc on a un rééquilibrage et donc une évolution de la devise de manière horizontale, d'accord ? Donc c'est-à-dire qu'on a une stabilisation de la devise. Alors quand on regarde la Turquie, on voit qu'on a une stabilisation donc entre 2003 environ et 2014, on évolue au sein de ce range. Et donc forcément, quand on regarde l'indice turc ici, ce qu'on voit c'est qu'on a une chute de l'indice entre 2000 et 2001, puisque l'indice perd 85% de sa valeur, on le voit ici. Et puis ensuite, comme d'habitude, on a une très forte reprise haussière de l'indice, avec une hausse de 931% en 6 ans, ce qui fait un rendement annuel de 48% par an. C'est tout à fait énorme. Si on se place à 10 ans, on a une hausse de l'indice de 554%, ce qui fait un rendement annuel de 20,6%. Et quand on se place à 17 ans, on a un rendement de 325%, donc une hausse de plus 325%, ce qui fait un rendement annuel de 8,9%. D'accord ? Donc, encore une fois, crack plus crise de change, éventuellement dévaluation, et s'ensuit une reprise extrêmement haussière au cours des années et des décennies qui suivent. Alors comme on le voit ici, j'ai utilisé l'indice MSCI Turkey USD, donc en dollars américains, Total Return. Alors j'ai pris le cas de l'Argentine entre 2001 et 2002, donc on a exactement la même chose. On a une très forte dépréciation du peso argentin face au dollar américain, en gardant à l'esprit que le dollar américain sert de proxy à l'euro, et donc ce sera à peu près la même chose si je mettais un graphique en euros. Et donc ensuite, une fois que cette crise est passée, donc on a une phase de panique, une fois que cette crise est passée, vous voyez qu'ici ça dure entre 2001 et 2003 quasiment, une fois que cette crise est passée, la devise se stabilise dans un range, et donc elle vient trouver un nouveau niveau d'équilibre et l'économie repart de l'avant. Alors on regarde ce que ça donne au niveau du marché action, c'est la même chose. Donc on a une crise entre 2000 et 2001, l'indice action perd 68% de sa valeur. Alors on est ici sur l'indice MSCI Argentina USD, donc en net total return. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également une très forte augmentation du marché action argentin.
entre 2001 et 2008, puisque l'indice prend 2135% en 7 ans, soit un rendement annuel de 55,8% par an au cours de ces 7 années. Si on se place à 10 ans, on est sur un rendement de 1441%, ce qui nous fait un rendement annuel de 31,4% par an. Toujours en dollars, hein. Donc c'est quasiment la même chose en euros. Et si on se place sur 17 ans, on voit que le rendement est de 1702%, ce qui fait un rendement annuel de 18,5%. Alors je termine ma présentation avec la Colombie. Et donc on a le même cas entre 2001 et 2002, vous voyez, très forte dépréciation du peso colombien, et puis la devise trouve son nouveau niveau d'équilibre, et puis l'économie repart, donc c'est-à-dire on a une stabilisation de la devise, l'économie repart, et puis comme on peut le voir ici, l'indice avait perdu 57% de sa valeur entre 1999 et 2001, donc baisse pendant 2 ans, je prends ce point haut ici et ce point bas ici, et puis on a une hausse de 4933% en 12 ans, donc une hausse de 38% par an, je ne l'ai pas précisé ici, mais c'est par an au cours des 12 années qui sont là. Si je me place 10 ans plus tard, on est sur une hausse de 3721% en 10 ans, soit un rendement annuel de 43,9% par an, et si je me place sur 20 ans, non j'ai pris 18 ans ici, voilà j'ai mis la croix ici, si on se place sur 18 ans, on est sur une hausse de 2340%, ce qui nous fait un rendement annuel de 19,4%. Donc toujours la même chose, c'est-à-dire que une fois qu'on a eu un crack plus une crise de change, éventuellement une dévaluation, on a généralement, dans la plupart des cas, une reprise très forte sur les indices émergents, avec des rendements annuels tout à fait intéressants au cours de la décennie qui suit. Voilà, j'ai pris 2 derniers cas, donc le cas de la Russie en 2001-2002, on voit que c'est exactement pareil, dépréciation très forte de la devise, panique, stabilisation, nouveau niveau d'équilibre, l'économie repart, c'est ce qu'on voit ici au niveau du marché action. Alors ici on est sur une hausse, vous voyez, entre 2009 et 2011 de 248% en 2 ans, ce qui nous fait un rendement annuel de 86,6% par an. Comme je l'ai expliqué avant, lorsqu'on a une hausse très forte au cours des premières années de reprise, ce qui se passe généralement ensuite, c'est que le marché vient latéraliser, c'est-à-dire que le rendement ici se stabilise. Le temps passant, en fait, ça vient diminuer le rendement annuel, la performance annuelle. Voilà, alors ça c'était pour la Russie, on voit que l'indice avait perdu 79% de sa valeur entre 2008 et 2009, donc c'était pendant la crise financière. Mais en tant que pays émergent, la Russie avait été fortement touchée, notamment au niveau du pétrole, puisqu'elle exporte essentiellement du pétrole. J'ai repris un deuxième cas, donc c'était en 2014-2015, on a la même chose, vous voyez, une dépréciation très forte du rouble russe, et puis une stabilisation, et puis on rentre dans un range, et l'économie repart. Alors, ce que j'ai fait ici, alors j'ai pas mis le graphique ici. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas trouvé, mais si on regarde l'indice, hein, on est sur une hausse, il me semble, de plus de 100% à l'issue ici de la reprise de 2017. Alors, pour la Turquie, vous voyez, on a exactement ce même schéma, donc on a une hausse très rapide, une dépréciation très forte de la devise turque face aux devises étrangères, ou en tout cas face aux monnaies de réserve, dont le dollar américain, dont l'euro. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est en fait, est-ce que cette dépréciation va se poursuivre dans le temps, et donc est-ce qu'on peut monter beaucoup plus haut? Alors c'est une possibilité, hein. C'est le cas, ça a été le cas de l'Argentine récemment, hein, c'est-à-dire qu'en fait la devise a continué à se déprécier. Ce qu'on pourra avoir, c'est une capitulation de la Banque centrale turque avec une dévaluation, ce qui pourrait nous emmener plus haut éventuellement, et puis après on devrait se stabiliser, on pourrait en tout cas se stabiliser, je ne vais pas utiliser devrait, mais je vais dire pourrait, on pourrait se stabiliser, et donc rentrer dans un range au niveau du taux de change entre le dollar américain et la livre turque, ou entre l'euro et la livre turque, et ce qui veut dire bien entendu que le marché action turc pourrait repartir avec des rendements tout à fait corrects dans la prochaine décennie. Et alors je vous mets le graphique en euros ici pour vous rappeler que c'est le même schéma, voilà. Alors le gros risque bien entendu, c'est qu'on ne connaît pas le niveau d'équilibre entre le dollar américain et la livre turque, ou entre l'euro et la livre turque, de manière générale entre les monnaies de réserve et la livre turque.
Mais quand on regarde le graphique de l'évolution du dollar américain par rapport à la livre turque, ce qu'on voit, c'est qu'on a ce phénomène, vous voyez, de premier sommet, deuxième sommet. Donc c'est ce qu'on a vu dans tous les différents graphiques, hein, vous voyez, premier sommet, deuxième sommet, c'est un peu ce qu'on voit ici, premier sommet, deuxième sommet. Généralement, ce qui se passe derrière, c'est que soit on a une dévaluation de la devise locale, dans lequel cas on peut monter encore un peu plus haut, et puis on a un retour des choses à la normale, et puis on rentre dans un range, et donc c'est le scénario que je joue en tout cas, c'est qu'à un moment, en fait, on va rentrer dans le range, et l'économie turque repartira de l'avant. Allez, je termine avec une présentation de mes tableaux Google Drive. Donc on a toujours la même chose, hein, la présentation du portefeuille. On voit ici le dividende annuel versé par chaque entreprise. Ce qu'on peut voir ici, c'est le montant versé, donc le montant, mes apports, le total des apports sur mon PEA, 12 850 €. Ce qu'on voit ici, c'est la valeur de marché du portefeuille actuellement, ce qui fait une baisse du portefeuille de 5,37% pour le moment. Alors, j'ai reçu un mail d'un abonné qui m'a laissé plusieurs messages sur comment calculer le rendement du portefeuille. Donc ça, c'est une première solution, c'est simplement de comparer la valeur actuelle du portefeuille aux apports totaux du portefeuille. Alors bien entendu, cette approche ne prend pas en compte l'ensemble des apports et le décalage des apports dans le temps. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo mensuelle, ce que je vais essayer de faire en tout cas si je trouve le temps, c'est d'essayer de présenter une autre approche, par exemple l'approche par valeur liquidative, calcul d'une valeur liquidative, c'est-à-dire d'une valeur de la part, pour essayer d'expliquer un peu le rendement du portefeuille PEA. Au niveau des dividendes, ça donne ceci, donc on voit que on est début septembre, on voit qu'en septembre je vais toucher un dividende de Publicis de 11,50 €. Au mois d'octobre, on aura le dividende de Total, et puis au mois de novembre, on aura le dividende d'Eutelsat, alors qui devrait peser sur la valeur puisque le dividende est relativement important, donc ça devrait peser sur le titre. Il me semble que le dividende, on va regarder tout de suite, est de donc Eutelsat, on est ici 89 centimes d'euros, donc ça devrait peser sur le titre qui cote actuellement autour des 9 €. Et puis je vais toucher également un dividende d'AB InBev extrêmement faible. Alors c'est une valeur belge, je dois payer un impôt à la source, voilà, mais le dividende étant extrêmement faible, ça n'a pas beaucoup d'importance dans ma stratégie. Voilà. Alors ici le portefeuille PEA, donc vous voyez que j'ai pour le moment 14,5% de liquidité, donc j'ai remonté mes liquidités, je n'ai pas procédé à beaucoup d'achats au cours du mois d'août, simplement renforcer un tout petit peu ma position sur la Turquie. Pourquoi un tout petit peu? Parce que comme je l'ai dit, on pourrait avoir une dévaluation de la livre turque, et si bien entendu c'est le cas, la valeur de l'ETF Turquie PEA baissera également, ce qui me permettra éventuellement à ce moment-là de renforcer ma position. Alors, mes liquidités représentent 14,5%. Alors, j'ai reçu un message me disant que j'avais pas forcément beaucoup de liquidités en cas de recrack ou de reprise baissière. Alors, j'ai quelques liquidités sur un livret A, et donc bien entendu, si jamais le marché repartait fortement à la baisse, je pourrais, en l'espace de 72 heures environ, augmenter ma part de liquidité en portefeuille. Ça, c'est un argument important, c'est-à-dire que lorsqu'on a de l'épargne de côté, on peut mobiliser cette épargne si des opportunités se présentent. Bien entendu, le risque, c'est de trop vouloir mettre de l'argent, en tout cas apporter des liquidités dans son portefeuille, et d'acheter beaucoup trop tôt au moment du crack. Ça, c'est un risque qu'il faut prendre en compte également. L'ETF Lyxor PEA Turquie représente 14% du portefeuille. Total représente quasiment 18% du portefeuille, Renault représente environ 15% du portefeuille, Maison du Monde 11%, Publicis 2,5%, Danone un peu moins de 4%, Société BIC un peu moins de 4%, Eutelsat environ 8%, Inat Pharma 2%, Fontaine Pajot 2,7%, AB InBev 2% et Accor 2,5%. Et puis je terminerai ma vidéo comme d'habitude avec une présentation de l'allocation à la Peter Lynch, en vous rappelant que Peter Lynch aimait bien investir 30 à 40% dans des fast growers, 10 à 20% dans des stalwarts, 10 à 20% dans des valeurs cycliques, et le reste dans les turnarounds, les slow growers et les asset plays. Voilà, ça c'était un peu selon les opportunités qui se présentaient.
Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette présentation, vous pourrez faire pause sur la vidéo et regarder tout ça. Je n'ai pas entré d'action supplémentaire ici, donc je n'ai pas forcément beaucoup de commentaires à rajouter, si ce n'est que je dois augmenter ma part de fast growers, mais que pour le moment je ne suis pas extrêmement pressé. Pourquoi? Parce qu'on a un marché action américain qui est extrêmement valorisé, extrêmement bien valorisé, pour moi extrêmement survalorisé. On a un Nasdaq qui va de record en record. Bien entendu, cette hausse verticale du Nasdaq ne pourra pas durer, il faut bien en avoir conscience. Et lorsque ce marché va se retourner, forcément les fast growers européennes, alors je pense pas à Fontaine Pajot, Inat Pharma c'est encore un cas différent, mais je pense pas à ces valeurs là, mais des fast growers du type HelloFresh ou du type Adyen ou du type Prosus pourraient fortement souffrir en cas de repli du Nasdaq 100 aux États-Unis. Voilà, donc de mon côté j'attends un point d'entrée beaucoup plus intéressant, et s'il ne se produit pas, dans tous les cas il y aura d'autres opportunités, car il y a toujours des opportunités dans le marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like. Alors dans la dernière vidéo mensuelle du reporting du portefeuille, on a battu un nouveau record puisqu'on est à plus de 400 likes. Donc bien entendu, si vous voulez qu'on batte un nouveau record, je vous invite à liker cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Par ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai un peu réduit mon rythme de vidéo, tout simplement parce qu'en ce moment j'ai pas mal de travail et donc j'ai un peu moins de temps à consacrer aux vidéos, et donc je vais essayer de maintenir un rythme de une vidéo par semaine, et je remettrai également par ailleurs de temps en temps des vidéos sur la playlist 50 leçons d'analyse technique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.